Tout comme l'eau efface les empreintes sur le sable, le temps efface les souvenirs, cette trace du passé qui nous a construits. Nos souvenirs définissent qui on est vraiment. Certains souvenirs restent aussi vivaces que s'ils dataient d'hier. D'autres s'affadissent au fil des années. Et d'autres disparaissent tout simplement. Et pour compliquer encore les choses, il est possible de convaincre des gens qu'ils ont vécu quelque chose qui ne s'est jamais produit. de faux souvenirs? Comment notre cerveau peut-il nous jouer des tours pareils? La mémoire est impliquée dans une foule de processus et elle est bien plus complexe qu'on le croit. Alors que sont exactement les souvenirs? Et y a-t-il un moyen de les garder tels qu'au premier jour? Imaginez que vous ne puissiez former absolument aucun souvenir. Sans la mémoire épisodique, notre vie serait comme une bulle de savon qui n'existe que quelques secondes avant d'éclater. Elle serait suivie par une autre bulle qui ne durerait que quelques secondes à son tour. Et il n'y aurait aucun lien entre ces bulles. 15 à 30 secondes. Voilà le court laps de temps dans lequel on vivrait sans la mémoire à long terme. Un monde sans souvenirs nous garderait figés dans le temps. On serait incapable de comparer ce qu'on fait à l'instant présent avec ce qu'on faisait avant. On ne pourrait plus s'enrichir de chaque expérience. Notre tête serait une vraie passoire qui ne retiendrait aucun succès, aucun échec, aucune connaissance. On ne saurait même pas qui on est, ni ce qui nous lie aux autres personnes. Sans mémoire autobiographique, ce ne serait pas très pratique. On ne pourrait pas s'organiser. Et surtout, on n'aurait aucune histoire personnelle. L'histoire personnelle désigne le récit des événements les plus marquants de notre vie. Et ce récit explique comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui. De tels événements sont, du moins on le suppose, gravés au plus profond de notre mémoire. Comme ceux que vous nous avez racontés. La première fois que j'ai vu les montagnes. La dernière fois que j'ai serré ma mère dans mes bras avant sa mort, quand j'avais 20 ans. Un souvenir très précieux. Mon premier spectacle sur scène en tant que chanteur. Repenser à ce moment me donne toujours confiance en moi. Je n'oublierai jamais la rencontre avec mon premier grand amour. Le jour où j'ai trouvé un bon docteur qui a diagnostiqué ma dépression, j'ai enfin eu l'impression d'être écoutée. Ce sont des souvenirs puissants. J'en ai les larmes aux yeux et je ne veux pas pleurer devant la caméra. Mais voilà, les souvenirs des gens sont de petites bulles rares et précieuses. Ils façonnent ce qu'on pense de nous-mêmes et du monde, et par conséquent, influencent nos choix de vie et nos convictions. Mais si les souvenirs comptent à ce point, on devrait pouvoir s'en rappeler jusque dans le moindre détail, non? Les souvenirs ne sont pas forcément le reflet fidèle des expériences telles qu'on les a vécues. Ils peuvent être modifiés, et c'est même nécessaire. Ça veut dire que nos souvenirs peuvent être truffés d'erreurs? Même ceux des événements les plus marquants de notre vie? Il doit bien y avoir des souvenirs auxquels on peut se fier les yeux fermés, justement parce qu'ils ont contribué à écrire notre histoire personnelle. Il est plus facile de savoir un événement que de s'en souvenir. Je sais qu'une chose s'est passée, mais je ne me souviens pas comment. Par exemple, je sais que je suis allé à l'école un jour sans vraiment me souvenir de mon premier jour d'école. Selon ce qu'on a vécu, ça peut être un bien ou un mal.
Avec l'âge, on aura plutôt tendance à oublier comment s'est déroulé un événement, alors qu'on continuera de savoir qu'il s'est passé. C'est ce qu'on appelle le processus de sémantisation. D'une certaine façon, notre cerveau se facilite les choses en retenant uniquement la structure factuelle, et non toute l'expérience riche et complexe qui est à l'origine du souvenir. La vraie remémoration requiert plus d'éléments et une capacité de représentation plus forte que pour savoir qu'un événement a eu lieu. Qu'est-ce que la vraie remémoration ? Pourquoi les souvenirs autobiographiques sont-ils plus complexes que les souvenirs sémantiques ? La mémoire sémantique est celle de la connaissance des faits. La mémoire épisodique constitue notre autobiographie. C'est beaucoup plus personnel et très subjectif. Il est temps de plonger dans une rétrospective de la recherche sur la mémoire, à commencer par la découverte de l'hippocampe. Alors non, pas celui-là. Lorsqu'en 1564, l'anatomiste vénitien Giulio Cesare Arancio se penche sur la table d'autopsie, retire cette structure cérébrale et la baptise hippocampe, il ne se doute pas qu'il tient dans sa pince le chef du département de la mémoire. 4 siècles plus tard, en 1953, l'Américain Henry Molaison subit une ablation de l'hippocampe au cours d'une opération contre l'épilepsie. Il en ressort incapable de former de nouveaux souvenirs autobiographiques. Tout cela à cause d'un hippocampe en moins dans le cerveau ? L'hippocampe analyse en continu toutes les informations qui passent dans le cerveau. Il reçoit des signaux des organes sensoriels, de notre ressenti émotionnel, mais aussi de réminiscences du passé, des informations qu'il traite en permanence. L'hippocampe est donc à la fois le chef et le secrétaire de notre département de la mémoire. Il intervient à la première étape de la création d'un nouveau souvenir, l'encodage, soit le traitement de l'information. Mais parmi tout ce qui l'assaille à chaque seconde, comment sait-il ce qui doit devenir un souvenir autobiographique ? L'attention joue un rôle crucial. Si on est attentif à une information utilisée par notre mémoire de travail, elle sera ensuite stockée dans la mémoire à long terme. Preuve que l'attention est indispensable avec un objet que vous tenez presque chaque jour dans votre main. Un billet de 5 €. On en a tous déjà vu. Mais à quoi ressemble-t-il précisément ? Que peut-on voir dessus ? A. La porte de Brandebourg. B. L'Acropole. C. La tour de télévision de Berlin. Ou D. Un monument imaginaire. Et c'est la réponse D. Vous le saviez ? C'est amusant. Quand on pose cette question aux gens, ils sont stupéfaits de se rendre compte qu'ils ne savent pas. Quand on paie en liquide, on n'inspecte pas chaque centime en se demandant quelle est l'année inscrite dessus. On se contente de chercher une pièce de cuivre ou d'une certaine taille. Il est étonnant de voir à quel point on oublie tout de certains objets du quotidien, alors qu'on est parfaitement capable de s'en souvenir si on le veut. Et maintenant que vous avez accordé toute votre attention à ce billet, on vous parie 5 € que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Un autre facteur peut conférer un statut d'exception à un moment vécu lors de sa mémorisation. L'émotion. Notre cerveau est secoué par toutes sortes d'émotions, comme la surprise, la peur ou la joie. Un état émotionnel qui mettra tous nos sens en éveil et rendra le moment plus intense. Prenons un exemple. La première rencontre avec le grand amour. Un chouïa cliché, mais très utile pour comprendre. Imaginons la rencontre de cette façon. On roule à vélo en écoutant de la musique, on observe un bateau de pêche en mer et c'est la chute. Une main tendue, un parfum de lavande, 2 regards qui se croisent. Voilà le moment qui va entrer dans notre histoire personnelle. On en vient alors à l'étape numéro 2, la consolidation du souvenir, à savoir le stockage de ces informations.
Imaginons que ceci est notre cerveau. Voilà le néocortex où se trouvent les différents cortex sensoriels. Dans cette zone, sous les lobes temporaux, se loge l'hippocampe. Le souvenir sera stocké dans différentes zones cérébrales. Le parfum de lavande est enregistré dans le cortex olfactif. La chanson de Lana Del Rey est enregistrée dans le cortex auditif. La douleur de la chute dans le cortex somatosensoriel. Le crépuscule et le bateau de pêche sont enregistrés dans le cortex visuel. Tous ces éléments sont liés pour former un seul et même souvenir. Voilà la réalité physiologique d'un souvenir. C'est un schéma d'activité neuronale. Alors comment faire pour le préserver ? On se souvient mieux des événements émotionnels, c'est-à-dire de ceux qui ont de l'importance. Et plus un souvenir est chargé en émotions, plus on voudra le raconter à d'autres personnes. J'ai le besoin de partager ce moment avec d'autres, c'est-à-dire de créer une expérience sociale commune. Autrement dit, aussi longtemps qu'on se remémore une expérience, son souvenir reste vivace. Raconter sa vie, c'est ne pas l'oublier ? Les souvenirs autobiographiques sont vulnérables. Parce que l'hippocampe fonctionne toujours de la même façon. Quand on se remémore un souvenir autobiographique, celui-ci repasse par les mêmes étapes qu'à l'origine. Et lors de ce processus, une nouvelle information peut y être incorporée. Même si on raconte régulièrement un souvenir, on ne se rend généralement pas compte qu'il a été modifié. En 1986, juste après l'explosion de la navette spatiale Challenger, 2 chercheurs ont posé une série de questions à leurs étudiants. Où étiez-vous quand vous avez entendu la nouvelle ? Avec qui ? Que faisiez-vous ? Qu'avez-vous ressenti ? 2 ans et demi plus tard, ils leur ont posé les mêmes questions. Alors que beaucoup étaient persuadés d'en avoir encore un net souvenir, leurs réponses avaient changé. Même lorsque les chercheurs ont pointé du doigt ces différences, presque tous les étudiants ont affirmé que la 2e version était la bonne. Le souvenir avait donc subi une altération sans que les étudiants le remarquent. Il semblerait qu'à chaque remémoration, on enregistre une nouvelle version du souvenir. Au fil du temps, la version originale est irrémédiablement perdue. De plus, l'explosion de la navette Challenger est un événement public dont les médias parlent régulièrement et dont on discute en privé. Parfois, même de petites nuances linguistiques peuvent suffire à modifier un souvenir. Pour une autre expérience, on a montré à des volontaires la vidéo d'un accident de voiture, avant de leur poser plusieurs questions. Parmi ces questions, il y avait à quelle vitesse roulaient les voitures lors de l'accident, ou de l'accrochage, ou de la collision. Les gens estimaient que les voitures roulaient plus vite si la question comprenait le mot collision que si c'était le mot accrochage. Si même des subtilités de langage peuvent modifier les souvenirs, jusqu'où cela peut-il aller ? Imaginons le pire. Peut-on implanter de faux souvenirs ? L'expérience doit être conçue d'une certaine façon pour que ça marche. Il existe un exemple où on a fait dire à des témoins qu'ils avaient vu un couteau dans la main de quelqu'un. La première fois qu'ils ont été entendus, ils ont dit « Je n'ai pas vu de couteau ». On leur a répondu « Vous êtes sûr ? Parce que d'autres personnes nous ont dit qu'il y avait un couteau. Après tout, c'était une nuit de pleine lune. Réfléchissez. Avez-vous vu quelque chose briller à la lueur de la lune ?» Alors les gens y repensent et 1 mois plus tard, on les rappelle pour un autre entretien. Et là, certains changent leur version. Mais ils ne mentent pas, parce qu'ils ont vraiment cette image en tête d'une lueur dans la main pouvant être un couteau. C'est très inquiétant. Et il y a de quoi ? Est-on manipulable au point de ne pas pouvoir différencier la réalité de la fiction ? De ne plus savoir nous-mêmes ce qui s'est réellement passé ou pas ? Comment est-ce possible ? C'est ce qu'il y a d'incroyable et de remarquable avec la mémoire. Tout dépend de la source d'un souvenir. On se souvient de choses qu'on a lues,
de choses qu'on a vues dans des films, de choses que vous m'avez dites ou que quelqu'un d'autre m'a dit, de choses que j'ai imaginées, que j'ai faites, ou même que j'ai rêvées. Le grand mystère de la mémoire, c'est que tout se trouve au même endroit, dans la tête. Alors comment connaît-on la source? Chaque souvenir n'est pas accompagné d'une mention « tu m'as vu »,« tu m'as lu dans un livre ». Il n'y a pas d'étiquette. Il peut donc arriver que des souvenirs se mélangent juste parce qu'on ne parvient plus à en différencier la source. Mais cela rend notre mémoire terriblement fragile. Et si on est aussi facile à manipuler, comment peut-on faire des témoignages fiables? Des expériences en psychologie ont même réussi à pousser des gens à se souvenir de délits qu'ils n'avaient jamais commis. Pour autant, il ne faut pas croire que ça arrive tout le temps, ni véhiculer l'idée que la mémoire est si malléable que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on raconte. Les faux souvenirs ne marchent pas à coup sûr, peut-être seulement dans 24% des cas, mais rien que le fait que ça arrive est déjà fascinant. Nous voilà rassurés. Mais pour être sûr à 1000% que nos souvenirs ne sont pas manipulés, reste peut-être une solution. Ne jamais se souvenir. Pourtant, ça aussi, c'est mission impossible. Parfois, un stimulus sensoriel, comme de la musique, une odeur ou un son, peut faire ressurgir un souvenir sans même qu'on le veuille. C'est la fameuse Madeleine de Proust. On peut se rappeler quelque chose en cherchant de façon ciblée. Mais il arrive aussi qu'un souvenir remonte à cause de perceptions et de facteurs extérieurs, sans qu'on ait cherché à le retrouver. Ça peut arriver même longtemps après. Un jour, on passe devant un pied de lavande, où on entend une chanson à la radio, et soudain, le souvenir de ce beau moment ressurgit. Un fragment du vieux souvenir suffit à réactiver tout le réseau neuronal correspondant. Et il n'y a pas que les stimuli sensoriels qui peuvent servir de machine à remonter le temps. Un activateur de souvenirs particulièrement efficace est de se trouver dans un contexte le plus semblable possible. Une expérience a été faite dans les années 1970 avec des plongeurs, à qui on a demandé d'apprendre une liste de mots, soit en immersion, soit à la surface. S'ils avaient appris les mots à l'air libre, ils s'en souvenaient mieux quand on les interrogeait à l'air libre. De même, les mots appris sous l'eau leur revenaient plus facilement en mémoire quand ils étaient sous l'eau. Le milieu où on se trouve peut servir de trame sur laquelle la mémoire va venir tisser son ouvrage. Comme un fil qui est relié au souvenir. Ça vaut non seulement pour le milieu physique, mais aussi pour l'état pharmacologique dans lequel on se trouve. L'état pharmacologique ? Est-ce une façon détournée de dire que si on révise après une soirée trop arrosée, on réussira mieux si on débarque à l'examen avec la gueule de bois ? Ça, c'est amusant. Il a été démontré que si une personne est en état d'ébriété et qu'elle pose ses clés n'importe où, elle aura plus de mal à les retrouver lorsqu'elle aura dessoulé que si elle est de nouveau ivre. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut être saoul en permanence, ni qu'il ne faut jamais boire d'alcool. Mais c'est un phénomène intéressant. Reprenons. On peut remonter les chemins de notre mémoire volontairement ou à notre corps défendant, par exemple à cause d'un stimulus sensoriel. Mais quand un souvenir remonte, un morceau du présent peut s'y glisser et le modifier. C'est inévitable. Quand un souvenir se réveille, il sera en partie enrichi par les émotions et les convictions du moment et par les connaissances qu'on a acquises par la suite. La mémoire a ceci de paradoxal que des erreurs peuvent s'y glisser a posteriori. On n'a que deux possibilités. On s'en sert ou on le perd. Donc, soit on se remémore des souvenirs et à chaque fois on prend le risque
que des informations erronées s'y ajoutent, soit on les laisse enfouis et avec le temps, les détails vont se perdre. C'est comme ça et pas autrement. Notre cerveau n'est pas capable de garantir la totale véracité de nos souvenirs sur le long terme. Mais peut-on l'aider à le faire? Par exemple, grâce à un journal intime ou à des photos. Quand on fait une sélection stricte, on se focalise sur un élément, on risque de perdre le contexte, l'ambiance qui entourait le souvenir. On oublie ce qui venait avant et après, au lieu de le considérer comme un événement intégré. C'est même ce qui peut entraîner des trous dans notre mémoire. On n'a plus que certains éléments centraux et on ne voit plus le souvenir dans sa totalité. Peut-être est-il vain de vouloir préserver tous les détails d'une expérience complexe, telle qu'elle s'est vraiment passée. Ça fonctionne finalement plutôt bien comme ça, malgré les erreurs et les distorsions. À mes yeux, ce ne sont pas vraiment des distorsions. Il s'agit de mécanismes utiles et pragmatiques afin de pouvoir fonctionner au quotidien. Les souvenirs changent et on n'y peut rien. Autant l'accepter. Mais tout de même, en quoi est-ce utile que notre mémoire soit malléable à ce point? Voici une autre expérience en la matière à laquelle vous pouvez participer. Prenez une feuille de papier, posez-la à l'horizontale et tracez-y un rectangle. Je vais vous montrer quelques photos. Regardez-les avec attention. Essayez de vous souvenir de chaque détail. Faites-en une image mentale. Et maintenant, je vais vous demander d'en reproduire une. Je voudrais que vous dessiniez celle qui est en rapport avec les spaghettis. Dessinez la photo le mieux possible jusqu'au bord du rectangle, comme s'il s'agissait des rebords de la photo. Peu importe si ce n'est pas du grand art, un petit croquis suffit, vous pouvez griffonner. Maintenant, je vais vous remontrer la photo originale. Alors, que remarquez-vous? Voici les dessins de deux autres participants. Vous voyez la différence? Regardez tout ce qui a été ajouté. Ce n'était pas sur la photo. Alors d'où est-ce que ça vient? De notre esprit. Et si je vous remontre la photo initiale, est-ce qu'elle vous paraît en trop gros plan? C'est lié au phénomène d'extension des limites, parce que c'est exactement la même photo. Dès lors qu'on enregistre une image, on l'élargit automatiquement et on y greffe nos attentes et nos expériences. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bandé les yeux de quelqu'un et on lui a fait toucher une maquette placée dans un petit cadre. Même là, quand on retire ensuite le cadre et qu'on fait revenir la personne, elle dit se souvenir d'avoir touché une plus grande surface. Elle se souvient avoir étendu les bras, les mains, le bout des doigts bien plus loin. Explication en couleurs. Le jaune est ce qu'on a effectivement vu ou senti. Le bleu est le contexte plus large qui entoure notre souvenir. Les deux finissent par se mélanger. On est tellement certain que cette zone verte se situe forcément en marge de ce qu'on a observé que plus tard, on se souvient l'avoir réellement vu. Plus étonnant encore, les personnes avec des lésions à l'hippocampe, donc qui souffrent de problèmes de mémoire à long terme, s'en sortent mieux que les autres lors de cette expérience. Les personnes amnésiques font des dessins plus exacts parce que le phénomène d'extension des limites est une forme de prédiction. Or, ces gens ont du mal à se projeter au-delà de ce qu'ils voient, à imaginer l'avenir. Si on leur demande de s'imaginer sur une plage de sable blanc où ils ne sont jamais allés, ils savent qu'il doit y avoir du sable, ce qu'il doit y avoir sur une plage en général. Mais leur esprit ne parvient pas à créer une image spatiale cohérente d'une plage. L'un des patients a comparé cette difficulté à se projeter avec le fait de suspendre des vêtements dans une armoire et qu'ils tombent, comme si l'armoire n'existait pas. Sans mémoire, il n'y a pas de base pour notre imagination. Nous avons besoin de souvenirs afin de les lier à de nouvelles expériences.
C'est pour cette raison que l'extension des limites et les déformations sont utiles à notre mémoire. Sans elles, notre faculté d'imagination serait réduite à peau de chagrin. Quand on a une mémoire très riche, alors on peut l'utiliser au profit de notre fantaisie pour imaginer l'avenir. D'une certaine façon, plus on se souvient profondément. Parce qu'alors, on ressent plus fortement qu'on vient d'un passé et qu'on avance vers un avenir. Ma vie prend un sens, une direction. Notre mémoire nous sert de boussole pour nous orienter, non seulement dans le temps et l'espace, mais également au sein de la société. Sans souvenir, il n'y aurait aucune relation entre les gens. Il crée du lien, tisse des réseaux, rapproche les personnes, les choses et leurs expériences communes. Tout ceci serait impossible si les souvenirs étaient figés. Bien sûr, lorsqu'on discute de nos expériences passées et que notre mémoire les actualise, il peut arriver qu'il y ait des erreurs et que nos souvenirs s'en trouvent modifiés, mais... Lorsque je revois des souvenirs qui sont systématiquement reconstitués et où je peux douter de ce qui est vrai ou pas, il est tout à fait logique que je les accorde à la réalité sociale, à savoir ce dont la plupart des gens se souviennent. Parfois, c'est aussi dans l'étude des souvenirs que se niche la possibilité de passer au crible notre vécu. Il se peut que certains événements prennent sens a posteriori. Par exemple, si j'apprends à 50 ans que j'ai été adopté, alors il est possible que soudain, un souvenir prenne une autre dimension. Si je me souviens d'une situation où j'ai ressenti une grande distance vis-à-vis de mes parents, quand j'y repense, je peux me dire « Ah oui, déjà à l'époque, je sentais que j'avais été adopté. » Soudain, tout devient clair. Et à partir des souvenirs qui étaient déjà en nous, on se forge une nouvelle image de soi ou du monde. Dans le meilleur des cas, cette image est plus juste et plus complète. L'une des principales utilités de la mémoire, c'est de nous aider dans la vie. Il s'agit de se souvenir facilement des choses qui ont compté à un certain moment dans la vie, alors que les informations sans intérêt, on ne s'en souviendra pas forcément. Il n'est pas déraisonnable de souhaiter qu'en repensant à un événement marquant, les images vivaces qui s'affichent dans notre tête soient véridiques. Mais il ne faut pas trop s'en vouloir si ce n'est pas le cas, puisque c'est dans la nature de la mémoire. Et en réalité, c'est une bonne chose, car ça nous rend flexibles. Pour en revenir à notre question, non, on ne peut pas garder les souvenirs tels qu'ils étaient au premier jour. C'est nécessaire et bénéfique pour soigner des relations qui évoluent, pour notre imagination et pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Mais ça signifie aussi qu'il ne faut pas accorder trop de crédit à un souvenir, même lorsqu'il semble si réel.